Radio, l'IFE. C'était Simbilo, ouais. Bonsoir, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Nambala Weto. Alter Radio, l'idée frais. Auditeurs, auditrices, commanditaires et partenaires d'Alter Radio, veuillez noter que nos studios sont désormais situés à Delma 83. Nos installations ne se trouvent plus à Delma 51. Alter Radio. Bien noter qu'Alter Radio se trouve maintenant à Delma 83. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Les rediffusions du mois d'août sur Alter Radio. 106.1 FM, alterradio.org. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qu'a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Des armes qui n'existent pas, des hommes qui sont en fait des femmes âgées, un quartier général terroriste qui était simplement une maison civile. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui passé sous scène internationale. États-Unis, c'est une puissance mondiale qui fait yo respecter le sous planète là dans même niveau yo critiquer le tout pour abus yo considérer les faits pour gens li servi avec force li gagnent. Dans plusieurs cas, yo accusé États-Unis que le commet crime la guerre parce que li pas à respecter loi Convention internationale sous la guerre. Oui, même dans la guerre, gagnent une série principes en qu'un pays pas gain droit violer. Dans la guerre, ou pas gain droit attaquer civil dans un pays ennemi, ou pas gain droit maspiner, torturer soldats ennemis ou mettre en prison, ou pas gain droit touyer yo non plus. Aérienne bâclée, basée sur de l'information partielle ou carrément erronée. Dans le contexte mondial, année 2000, yo accusé États-Unis comme quoi li caché crime la guerre li ta commet. Yo même fait comprendre certains présidents américains c'est à des criminels de guerre. Dans ce sens ça, yo ta gagné tendance pas fait différence entre président démocrate américain et président républicain. Jodi dans événement question ça en baloupe Benjamin Tremblay, journaliste canadien qui a piloté média qui relait 7 jours sur Terre. Nous sommes le 26 août 2021 à Kaboul, en Afghanistan. Après avoir été pris par surprise par l'avancée rapide des talibans et la chute presque immédiate de la capitale, Kaboul, les forces de la coalition internationale sont au beau milieu d'une évacuation complètement désorganisée. L'armée américaine doit littéralement s'en remettre aux talibans pour gérer l'accès à l'aéroport. Les images d'avions bondés, de décollage chaotique et de perte de contrôle générale par les forces américaines ont rapidement fait le tour du monde. La Maison-Blanche est visiblement en gestion de crise et tente de minimiser ce qu'elle qualifie de retraite stratégique.
Mais le public n'est pas dupe. Ce à quoi il assiste n'est pas une retraite ou même une évacuation, mais bien un sauve-qui-peut. À tous les jours, des milliers d'Afghans se concentrent aux portes de l'aéroport en espérant être admis à bord d'un vol militaire. Or, le matin du 26, on sent qu'il y a particulièrement de tension dans l'air, puisque seulement quelques heures plus tôt, un groupe terroriste du nom de ISK, l'État islamique au Khorasan, a déclaré son intention d'attaquer la foule vulnérable de l'aéroport, ces traîtres qui tentent de fuir le pays. Washington appelle les gens à rester chez eux, mais c'est en vain. À 17h50, heure locale, un attentat suicide provoque une explosion gigantesque près de Abbey Gate, au beau milieu de la foule. Lorsque la poussière retombe, c'est un véritable carnage. On dénombre 182 morts, dont 13 militaires américains et 169 civils afghans, incluant des dizaines de femmes et d'enfants. Également, plus de 200 personnes sont blessées ou démembrées par l'attentat, dont 18 soldats américains. C'est un des événements les plus meurtriers de toute la durée de la mission en Afghanistan. L'Amérique est sous le choc. L'opinion publique se déchaîne contre l'administration Biden. Pour plusieurs, le chaos autour de l'aéroport de Kaboul et l'évacuation désorganisée de l'Afghanistan a directement contribué à l'attentat. Certains blâment personnellement le président Biden, alors que des élus républicains demandent carrément qu'il démissionne. Joe Biden est au beau milieu de la tempête politique la plus violente de sa présidence. Il doit rapidement trouver un moyen de s'en sortir, de reprendre le contrôle. Le soir du 26, donc, il s'adresse au public américain et livre un discours dans lequel il jure que les États-Unis vengeront les victimes. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Le problème, c'est qu'au moment de sa déclaration, la situation sur le terrain en Afghanistan est encore hautement volatile, que la CIA a déjà évacué presque l'entièreté de son personnel et fait exploser sa propre base, Eagle Base. Donc les capacités des États-Unis à identifier un coupable et à agir en conséquence sont pour le moins très douteuses. Mais tout de même, la pression politique exercée sur le Pentagone est immense. La Maison-Blanche veut absolument sauver la face. Il faut une réponse, et vite. Ainsi, dans les heures qui suivent, le 29 août, les États-Unis lancent une frappe aérienne depuis un drone contre des terroristes présumés de l'État islamique. Washington s'applaudit. Justice a été rendue. Or, presque immédiatement, des doutes émergent quant à l'identité réelle des victimes. Alors que Washington affirme avoir éliminé un terroriste, les autorités afghanes, les familles ainsi que les médias locaux sont scandalisés et dénoncent que c'est un affreux mensonge, que le véhicule attaqué avec un missile ne contenait pas un terroriste, mais bien une famille civile de 10 personnes, dont pas moins de 7 enfants, dont plusieurs en très bas âge. Au début, les États-Unis refusent tout simplement de le reconnaître. Toutefois, le 10 septembre, le New York Times publie une enquête choquante qui détruit entièrement le mensonge officiel répété par le Pentagone. Après une enquête en profondeur sur le site de l'attaque, le Times démontre de façon incontestable que la frappe aérienne du 29 août n'a pas tué un membre de l'État islamique, mais bien une famille étendue de 10 personnes innocentes, incluant 7 enfants qui ont tous été assassinés par l'armée américaine dans sa quête orgueilleuse et colérique pour une vengeance immédiate. En fait, l'une des victimes travaillait pour une organisation humanitaire basée en Californie et le camion supposément rempli d'explosifs était en fait rempli d'eau. Les images sont atroces, mais l'armée refuse toujours d'avouer quoi que ce soit. C'est seulement une semaine après la publication de l'enquête choc du Times, exposant les mensonges du Pentagone, que l'armée américaine et la Maison-Blanche retournent leur chemise et reconnaissent enfin qu'ils ont commis une erreur tragique et que la frappe du 29 août a effectivement assassiné une famille entière de civils innocents. I offer my profound condolences to the family and friends of those who were killed. Plus tard, le Pentagone admettra un bris de procédure et d'exécution, mais aucune négligence ou mauvaise conduite. En fait, après s'être enquêté lui-même, des mois après les événements, alors que plus personne ne portait attention,
Le département de la Défense s'est auto-recommandé une exonération complète, déclarant que c'était une erreur tragique, mais qu'aucune loi n'avait été violée et que donc personne ne serait puni. Le meurtre de la famille Hamadi était rien de moins que le résultat désastreux d'une commande politique bâclée par les forces américaines. Maintenant, qui est vraiment responsable? Le pilote de drone? Le commandant qui l'a supervisé? Ou est-ce que c'est pas plutôt celui qui a ordonné la frappe, coûte que coûte, et juré vengeance publiquement pour protéger ses propres intérêts? Évidemment, il n'y aura jamais de coupable, personne ne sera jamais accusé de crime de guerre et personne n'aura même à s'expliquer. J'aimerais vous dire que c'est un cas unique, une anomalie qui relève de l'extraordinaire, mais la réalité, c'est que c'est très loin d'être le cas. Ce genre de tragédie se produit constamment. Pire encore, depuis les 20 dernières années, avec le début de la guerre contre le terrorisme et l'avènement des drones militaires, la culture du secret et de l'impunité quant aux crimes de guerre commis contre les civils est plus insidieuse que jamais auparavant. En mars 2017, plus de 200 civils ont perdu la vie lorsqu'un missile américain lancé par un drone a causé l'effondrement d'un immeuble résidentiel. Aucun blâme, aucune accusation. En mars 2019, les soldats des États-Unis basés au Qatar ont regardé avec stupéfaction un avion américain larguer une bombe de 500 livres sur une foule de civils. « Mais qui vient de larguer ça ?» demande alors un officier horrifié dans le clavardage privé. « On vient de larguer sur 50 femmes et enfants », répond un autre. Les quelques survivants qui se relèvent sont sous le choc, cherchent un abri, lorsque tombe une deuxième bombe, puis une troisième. On estime que 70 civils ont perdu la vie, au minimum. Immédiatement, un officier légal catastrophé identifie la frappe comme un possible crime de guerre, alerte ses supérieurs et demande une enquête approfondie. Mais tout ça sera gardé secret. Plutôt, l'armée détruit le site de l'explosion avec un bulldozer afin d'éliminer les preuves. Aucun blâme, aucune accusation. Quelques mois plus tard, en septembre, un drone américain tue 30 fermiers ramassant leurs récoltes, les ayant pris pour un groupe de talibans préparant une attaque. Encore une fois, aucun blâme, aucune accusation. En octobre 2020, une frappe aérienne américaine a anéanti une école religieuse, tuant 26 civils, dont 12 enfants. Une semaine plus tôt, c'était une mosquée avec 40 civils. J'imagine que vous savez déjà comment se sont soldées les enquêtes internes. Aucun blâme, ni accusation. Rien à déclarer. Des exemples de la sorte, on pourrait en donner toute la journée. Certains incidents peuvent être qualifiés d'accidents, de bris d'équipement ou d'erreurs honnêtes dans le brouillard de la guerre. Or, la grande majorité sont attribuables à des pratiques laxistes, à une culture de l'impunité, ainsi qu'à une chaîne de commandement prête à tout pour atteindre ses objectifs. En décembre 2021, le New York Times a rendu public des milliers de pages de rapports autrefois confidentiels sur plusieurs morts civiles dans les guerres en Irak ainsi qu'en Syrie. On y raconte des scènes hallucinantes d'attaques aériennes basées sur des fausses informations ou sur une méconnaissance de la culture locale. Dans un exemple, l'armée américaine a jugé qu'il n'y avait aucune présence civile dans une maison où les familles dormaient tout simplement durant les jours du Ramadan. Dans une autre, elle a attaqué une supposée usine d'explosifs après avoir vu des sacs de nitrate d'ammonium, qui étaient en fait des sacs de coton près d'une usine d'égrenage. Des motocyclistes roulant en formation. La supposée signature d'une attaque imminente était en fait des motocyclistes. Des armes qui n'existent pas, des hommes qui sont en fait des femmes âgées, un quartier général terroriste qui était simplement une maison civile. Bref, les frappes aériennes bâclées, basées sur de l'information partielle ou carrément erronée, sont extrêmement fréquentes. Événement. Mais le manque d'informations n'explique pas tout. C'est aussi la guerre elle-même qui est en train de changer. Le mois dernier, des fuites de documents ont révélé l'existence d'une unité secrète de l'armée américaine avec le nom de code Talon Anvil.
Talon-Anvil était composé d'un tout petit groupe de commandos des forces spéciales, parfois moins de 20 personnes, qui travaillaient en rotation 24 heures sur 24 dans un endroit secret, avec des écrans plats et des cartes détaillées du champ de bataille, qui leur permettaient de contrôler l'entièreté de la puissance aérienne des États-Unis depuis un seul endroit, en temps réel. À un certain moment, cette pièce était située à l'intérieur de la désormais célèbre usine de ciment Lafarge en Syrie. Le travail des commandos était d'identifier des cibles telles que des convois ou des militants, afin d'ensuite ordonner des frappes aériennes en conséquence. L'unité a joué un rôle disproportionné dans la guerre aérienne contre l'État islamique, notamment parce qu'elle adoptait une interprétation extrêmement libérale des règles d'engagement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une frappe aérienne doit normalement suivre tout un processus de réduction de risque avant d'être autorisée. Il faut étudier les alentours pour s'assurer qu'il n'y a réellement aucune activité civile et que les risques de dommages collatéraux sont relativement limités. Tout ça peut prendre des heures ou même des jours et certaines frappes sont tout simplement refusées à cause des risques trop élevés. Or, dans l'empressement pour freiner l'État islamique, les membres de Talon-Anvil ont réalisé qu'il existait un échappatoire parfait permettant de contourner ce lourd processus bureaucratique, plaider l'autodéfense. Lorsque l'armée estime qu'il y a une menace crédible, elle a légalement le droit de se défendre, et ce, sans aucun processus d'approbation. Eureka! Et c'est ainsi que Talon-Anvil s'est mise à justifier jusqu'à 80% de ses frappes par la supposée légitime défense. Les bombes se sont mises à tomber à un rythme effréné. L'État islamique a perdu énormément de territoire, mais aussi les mauvaises frappes se sont multipliées. Vous vous souvenez de cet officier confus qui se demandait qui est-ce qui venait de larguer sur un groupe de femmes et d'enfants? Eh bien, ce qu'il venait de voir, c'était en fait une frappe de Talon-Anvil. L'unité tuait tellement de civils que même les officiers de la CIA sur le terrain ont trouvé qu'ils allaient trop loin, au point de lancer l'alerte à leurs supérieurs à plusieurs occasions, même 150 kilomètres derrière la ligne de front. Des attaques étaient justifiées par l'autodéfense. Pour Talon-Anvil, c'était devenu systématique, un véritable moyen de mener sa propre campagne aérienne en profitant d'une liberté maximale et d'une supervision minimale. Techniquement, les images vidéo d'une frappe aérienne sont enregistrées directement sur des serveurs du Pentagone. Or, avec l'objectif délibéré de neutraliser les enquêtes ainsi que les critiques contre les pratiques de l'unité, les membres de Talon-Anvil ont commencé à diriger les caméras des drones à l'opposé de la cible, quelques secondes avant l'impact, rendant ainsi impossible la collection de preuves vidéo des crimes de guerre potentiels. Selon le New York Times, sur les 1311 bombardements dans lesquels des civils auraient perdu la vie, une enquête a été recommandée dans moins de 12% des cas. Souvent, justement, parce qu'aucun appareil n'avait observé ou enregistré la frappe. Et même s'il y a une enquête, dans plusieurs cas, les commandants qui sont responsables de cette enquête sont aussi ceux qui étaient responsables de la frappe. Faut donc pas se surprendre que dans les 1311 instances recensées par l'armée américaine, littéralement aucune ne s'est terminée avec une sanction disciplinaire ou même un aveu de négligence. C'est donc très clair. Le processus d'enquête interne est une véritable farce et tout le monde le sait très bien. À ce moment-ci, il serait normal d'être choqué et de se demander pourquoi personne n'intervient. Vous pensez peut-être à l'ONU, à la Cour pénale internationale. Après tout, on parle sans équivoque de crimes de guerre, ou du moins d'allégations crédibles et bien documentées. Donc pourquoi est-ce que les responsables ne sont jamais même accusés au tribunal de la Cour pénale internationale, dont le mandat est justement et spécifiquement de poursuivre en justice les criminels de guerre? Et ça, c'est une excellente question, qui est absolument pertinente et dont la réponse fascinante repose essentiellement dans l'intimidation et la criminalisation de la Cour pénale internationale par le gouvernement américain. Pour comprendre de quoi il est question et à quel point c'est flagrant, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Fondée en 2002 et établie à La Haye, aux Pays-Bas, la Cour pénale internationale, ou CPI, était supposée punir les pires criminels de guerre pour s'assurer que nul n'échappe à la justice. Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, au moins 70 pays refusent sa juridiction, et pas n'importe lesquels. La Russie, Israël, l'Iran,
l'Inde, la Chine et les États-Unis ne sont que quelques exemples de ceux qui refusent l'autorité de la Cour. En fait, dès le départ, les États-Unis ont mené un mouvement de contestation internationale contre la CPI, puisqu'ils craignaient profondément d'en devenir la cible un jour. Avec la guerre contre le terrorisme qui s'amorçait au Moyen-Orient, Washington voyait très bien le potentiel de criminalisation de ses soldats. Pour contrer cette menace, un mois après la naissance de la CPI, le président George W. Bush a déployé les grands moyens en signant le American Service Members Protection Act, une loi radicale, rendant presque impossible de traduire en justice des soldats américains pour des gestes posés dans le cadre de leurs fonctions. Pire encore, Bush autorise littéralement les États-Unis à envahir les Pays-Bas dans l'éventualité où un soldat américain serait un jour détenu par la CPI. Disons que le message est clair. Faut dire que les États-Unis avaient de bonnes raisons de craindre la Cour, puisqu'en 2006, une enquête préliminaire a été ouverte sur de possibles crimes de guerre dans la campagne américaine en Afghanistan, ainsi que dans les fameuses prisons secrètes, les Black Sites de la CIA en Europe. Avec l'arrivée de Barack Obama en 2009, la CPI avait espoir que les choses changent. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. Obama a largement maintenu la position des États-Unis envers le tribunal et s'est farouchement opposé à l'ouverture d'une enquête en lien avec Israël et la question palestinienne. Lorsque Donald Trump est devenu président, la Cour pénale internationale a finalement décidé d'autoriser l'enquête contre les États-Unis et immédiatement, la réaction américaine a été viscérale. L'appareil diplomatique entier de Washington s'est soudainement activé pour intimider et criminaliser la CPI. D'abord, les États-Unis convainquent leur marionnette en Afghanistan, le président Ashraf Ghani, de retirer la requête du gouvernement afghan. Lorsque la CPI refuse de reculer, le département d'État annonce qu'il retire les visas de quiconque collaborera avec une enquête de la CPI sur les États-Unis. Ensuite, Donald Trump signe un ordre exécutif pour retirer le visa et criminaliser la procureure en chef de la Cour pénale internationale. Du même coup, son administration annonce une contre-enquête sur la CPI en l'accusant d'être corrompue jusqu'au plus haut niveau. La tension entre la CPI et les États-Unis est alors à son maximum. Washington refuse sèchement la notion selon laquelle une autorité extérieure pourrait légitimement condamner ses ressortissants. Mike Pompeo, le secrétaire d'État de Donald Trump, va plus loin encore et qualifie la CPI de tribunal kangourou. We will not stand by as our people are threatened by a kangaroo court. Faut dire que la CPI n'a pas exactement le meilleur historique. En plus de 20 ans, la Cour n'a réussi à condamner qu'une poignée de criminels, presque entièrement en Afrique. À un certain point, la Cour était ridiculisée comme étant la Cour pénale africaine. Et plusieurs la considèrent encore aujourd'hui comme une organisation qui n'a jamais vraiment rempli son mandat. Son budget est trop bas, sa structure est dysfonctionnelle et des pays majeurs refusent de la reconnaître. Visiblement, il y a un énorme problème qui en dit très long sur la manière dont fonctionne le système international. Un système volontaire, bénévole, basé sur la bonne foi et la réciprocité. Or, à partir du moment où quelqu'un déroge du système, les options sont extrêmement limitées. On fait quoi pour forcer les États-Unis, la Chine ou la Russie à faire quoi que ce soit? Des sanctions? La réalité, c'est qu'il n'existe aucun moyen en dehors de l'action militaire, la supposée justice internationale. Ce n'est pas pour les grandes puissances, mais bien pour les petits pays. C'est pour donner un vernis d'humanité à des guerres qui en sont dépourvues et projeter l'illusion qu'il existe véritablement des règles fondamentales, une décence élémentaire, un plancher moral à laquelle ces puissances accepteront toujours de se plier. Or, en pratique, la réalité est bien différente. La justice internationale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'est pas un bouclier pour protéger les vulnérables, mais plutôt une épée avec laquelle se pavanent les plus puissants. Lorsque les États-Unis tentent de renverser un gouvernement, ils ne gênent pas pour référer à la justice internationale, mais lorsqu'il est question d'exposer et de punir les crimes de guerre américains, disons que le son de cloche est différent. Soudainement, la Cour est politique, corrompue, illégitime. C'est un tribunal kangourou. Bien sûr, Joe Biden a renversé les sanctions imposées par Trump, mais on a compris plus tard ce qui s'est produit.
Tout indique que son administration a négocié derrière les portes closes, puisqu'en échange de la levée des sanctions contre la CPI, le nouveau procureur de la Cour a récemment annoncé que les troupes américaines seraient exclues de l'enquête sur les crimes de guerre en Afghanistan. Finalement, seuls les crimes commis par l'État islamique et les talibans seront mis à l'enquête. Échec et mat. Encore une fois, Washington évite la justice et quelqu'un d'autre sera accusé afin de sauver la face du système. Je sais que ça sonne cynique, mais il faut voir les choses en face. Autant pour les États-Unis, la France, la Russie, la Chine ou n'importe quel autre pays, il n'existe aucun moyen crédible de poursuivre en justice des criminels de guerre. Et ça, c'est un énorme problème. Parce qu'avec l'avènement des drones et des armes autonomes sur le champ de bataille, on risque de voir ce genre d'événements de plus en plus souvent. Des frappes négligentes, basées sur de la mauvaise information ou pire, sur une commande politique, vont tomber dans un véritable trou noir juridique. Des incidents comme celui de Kaboul et de la famille assassinée vont continuer de se produire. C'est vrai pour Washington, mais aussi pour tous les autres. C'est kon sa an ap fini magazine Evidement ki toujou traité aktualité internationale lan chak semaine pou aider auditeur ak auditrice nou bien comprendre sa kap passe sous scène internationale. Jeudi a nan Evidement nou te vini avèk un numéro spécial et se question responsabilité président américain ou nan sa oré les crimes de guerre ki te en baloup Benjamin Tremblay, journaliste canadien qui a piloté média qui relait 7 jours sur terre. Dans plusieurs cas, n'a pas rappelé ça, yo toujours accusé États-Unis que le commettre crime de guerre parce que li pas ta respecté loi ou bien convention internationale sous la guerre. Oui, même dans la guerre, gagner une série principe en qu'un pays pas gen droit violer. Dans la guerre, ou pas gen droit attaquer civil dans un pays ennemi, ou pas gen droit maspiner, torturer soldats ennemis ou mettre dans prison, ou pas gen droit touye yo non plus. Dans le contexte mondial, l'année 2000, on a rappelé que yo te accusé États-Unis comme quoi li caché crime de guerre, li ta commettre, yo même fait comprendre certains présidents américains, c'est à des criminels de guerre, et c'est sous ça, nous attendons Benjamin Tremblay, et yo pas fait différence entre président démocrate et président républicain sous question crime de guerre. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille non. Les amis, n'a côté Alter Radio, c'est moi-même Lionel Bajan qui dit ça et me sont montré mes bails de qualité. Côté Alter Radio, côté le bien, n'a pas prendre pile bagaille, n'a développer tête nous et puis n'a changer pays.